nous sommes donc réunis aujourd'hui pour discuter de la mise en œuvre de la nouvelle directive européenne sur les lanceurs d'alerte, le whistleblowing, la directive 2019-1937. Autour de la table, nous avons d'éminents représentants d'entreprises, mais pas que, aussi d'organisations patronales, hein, et administrateurs de différentes sociétés. Et nous allons nous pencher avec nos invités sur l'effet, le point de vue des entreprises. Avec peut-être une première question à vous tous. Que pensez-vous de cette nouvelle réglementation? Et peut-être Philippe, en tant que secrétaire général honoraire de la Fédération des entreprises de Belgique, l'équivalent du MEDEF, Mhm. qu'en pensez-vous? Bien, je vous remercie pour cette question. Nous en avons beaucoup discuté, notamment au niveau européen, entre autres avec nos partenaires du MEDEF au sein de Business Europe. Et je vous avoue que ça n'était pas un sujet facile. Pourquoi? Parce que vous vous rendez bien compte que pour l'entreprise, il y a quelque chose de neuf. Désormais, on va avoir l'obligation de mettre en place des canaux par lesquels on va pouvoir, de manière anonyme ou éventuellement en tout cas avec son identité préservée, signaler des infractions, des violations de la loi. C'est un petit peu, enfin, c'était quand même un grand changement par rapport à la situation existante, même s'il existait déjà dans certains pays, notamment en France, mais également dans certaines législations, des modèles identiques. Alors, quelles sont les questions que nous nous sommes posées? Mais d'une part, nous y avons vu quelque chose de très positif parce que ça encourage un respect de la loi, ce qui est quand même normal. Une entreprise travaille dans le respect de la loi. De l'autre, on s'est posé la question de savoir ce que ça pouvait avoir comme impact sur les relations humaines dans l'entreprise, sur la culture d'entreprise, sur la façon de gérer ce genre de questions. Frédéric, en tant que fondateur et CEO du groupe Exki, que pensez-vous de cette nouvelle réglementation également? Alors, dans son principe, on ne peut que la soutenir. Évidemment, protéger les personnes qui lancent des alertes légitimes, il n'y a aucun souci pour une entreprise de soutenir cela. La difficulté est à la fois pour l'employeur de comment gérer cette mise en œuvre et pour l'employé de quel est le canal qu'il doit utiliser pour signaler tel ou tel problème. Parce que, vous le savez, comme dans toutes les entreprises, il y a déjà des voies de communication de toute infraction ou de tout sentiment désagréable vécu par les employés. Et du coup, comment doit-il choisir ou quelle voie doit-il choisir pour communiquer la problématique à laquelle il est confronté n'est pas simple. Et pour l'employeur que je suis, la mettre en œuvre peut s'avérer en fait extrêmement compliqué. Donc il faut trouver un système pour qu'effectivement ça puisse être facilement mis en œuvre sans être une lourdeur de plus. On en a déjà tellement dans le monde de l'entreprise. Et vous, Jean-Pierre, vous avez été CEO de 2 sociétés cotées et vous êtes administrateur d'autres sociétés. Qu'en pensez-vous? Alors, ce que j'en pense, c'est que si la législation est effectivement nouvelle, le whistleblowing n'est pas nouveau du tout. Il existe depuis des décennies et je crois que la forme la plus ancienne est probablement la lettre anonyme. Et tous les chefs d'entreprise ont reçu au moins une fois par an une lettre anonyme d'un collaborateur ou d'une collaboratrice qui voulait dénoncer ou signaler une pratique condamnable, mais qui n'osait pas le faire à haute voix devant tout le monde. Et donc, il faut se demander pourquoi les collaborateurs et les collaboratrices n'osent pas, en fait, signaler des pratiques condamnables qu'ils observent. Il y a 2 raisons essentielles. La première, c'est qu'ils ou elles peuvent penser que ça ne servira à rien, parce que personne ne va faire quoi que ce soit pour les corriger, ou bien ils ont peur des Qu'en pensez-vous? représailles, parce qu'ils pensent peut-être que on va les considérer différemment, qu'on va peut-être ne pas les prendre en considération pour une promotion ou des choses dans ce genre-là. Et donc, il est clair que la meilleure solution pour favoriser la remontée d'informations comme celle-là, c'est de créer une culture à l'intérieur de l'entreprise de transparence radicale. Le fait qu'il y ait une législation qui, en réalité, établisse que le whistleblowing est quelque chose qui peut être positif pour l'entreprise, positif aussi pour l'État dans la mesure où on essaye de corriger des fraudes ou des pratiques illégales, il est évident que c'est positif. La question qu'on doit se poser, c'est une fois que cette législation sera là et sera appliquée, et en particulier dans le canal du reporting à des autorités publiques, c'est est-ce qu'elles auront l'efficacité qui est nécessaire pour corriger ce qui aurait été signalé. Alors, une question pour vous, Frédéric, mais également vous, Jean-Pierre. Cette législation est-elle utile
ou elle constitue une couche supplémentaire dans le système d'alerte? Mais je reviens 2 secondes à ce que Jean-Pierre disait, qui est tout à fait vrai. C'est la base fondamentale qui doit régner au sein d'une entreprise, c'est sa transparence, son intégrité et effectivement la défense des valeurs. À partir du moment où vous avez ça, qu'il y ait une protection ou non pour la personne qui fait œuvre de lancement d'alerte, en fait, c'est une conséquence naturelle, légitime. Mais la base doit tout de même être la valeur de transparence au sein de l'entreprise. Euh, pour la mise en œuvre spécifiquement de cette législation-ci, évidemment, le fait que la personne se sente protégée va lui donner le sentiment que, voilà, elle peut le faire de façon plus claire, même en s'annonçant, puisque pas son anonymat, mais la confidentialité sera assurée autour de sa personne et sa protection par rapport à toute mesure qui pourrait être prise par une entreprise qui se sentirait peut-être piégée par une personne comme celle-là. Mais voilà, donc fondamentalement, je reviens, j'insiste, c'est pas une loi qui force les valeurs d'une entreprise. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Frédéric. Je pense que toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, doivent se poser la question, qu'est-ce qu'on a déjà? Je ne connais personnellement aucune entreprise qui n'ait pas déjà un canal interne avec au moins une personne de confiance. Personne de confiance étant le terme approprié en français, qui soit la personne à qui on peut s'adresser anonymement pour signaler quelque chose qu'on trouve contraire soit à la loi, ce qui est visé par la nouvelle loi, ou tout simplement contraire aux valeurs de l'entreprise, parce que c'est à ça aussi que sert le whistleblowing, et qui ne sont pas nécessairement des pratiques illégales, mais qui doivent remonter aussi. Donc on doit se demander, qu'a-t-on déjà? Qu'est-ce qu'on doit ajouter pour être en règle avec la loi? Et avec le caveat que je viens d'évoquer, qui est en espérant que ce qui est remonté soit suivi d'effet. Alors, Jean-François et Philippe, voyez-vous cette nouvelle législation, réglementation, comme un premier recours ou comme l'ultime option? Évidemment, il y a des règles de gouvernance qui existent dans toute entreprise et qui permettent à quelqu'un, quand il est témoin d'un fait qu'il considère comme étant répréhensible, de s'adresser à la voie hiérarchique pour signaler le problème et que la voie hiérarchique joue son rôle en gérant la question. Il existe également dans les entreprises ce qu'on appelle la personne de confiance, qui n'est pas nécessairement un supérieur hiérarchique, mais qui peut également recevoir ce type d'informations. Et donc je dirais que dans l'ordre de gradation, pour ne pas désorganiser totalement une entreprise et que tous les signalements interviennent uniquement par le canal du whistleblowing, eh bien, il y a d'abord cette voie-là, qui est peut-être moins formelle, mais qui existe. Ensuite, au niveau interne, il y a évidemment le canal de whistleblowing qui va être mis en place par l'entreprise en conformité avec la nouvelle législation et que je qualifierais évidemment d'un recours qui est probablement à privilégier pour différentes raisons par rapport à un recours qui soit automatiquement public, puisque sinon, c'est soit de s'adresser à une autorité type procureur ou autre pour dénoncer certains faits, avec un certain risque pour toutes les parties impliquées, voire même faire une déclaration publique sur les réseaux sociaux. Donc je dirais pas le recours, je dirais le tout premier recours, mais certainement un des premiers recours en présence de faits de cette nature. Alors, on peut dire, au regard du calendrier, que les grands groupes, les multinationales sont plutôt en ordre de marche sur la mise en œuvre de cette législation, se sont mises en ordre de marche pour l'application de cette législation. En revanche, le point crucial et d'actualité pour les grandes PME ou les plus petites structures. À vos yeux, est-ce que cette législation, c'est également plutôt une opportunité pour eux ou une contrainte? Qui veut? Peut-être commencer juste par rappeler la distinction. Donc les grandes entreprises, on parle d'entreprises de plus de 250 Ok. personnes. Et en ce qui concerne les PME, on parle d'entreprises de plus de 50 personnes. Effectivement, il s'agit probablement pour les PME, et je laisserai les responsables d'entreprise en parler mieux que moi, mais il s'agit probablement d'une contrainte aussi. C'est une opportunité d'identifier un certain niveau de risque dans son entreprise, de prévenir un certain niveau de risque, de se mettre en ordre de marche par rapport à des secteurs de plus en plus régulés,
parce qu'il ne faut pas oublier que cette législation-ci vient en parallèle avec énormément de nouvelles régulations européennes aussi qui visent à garantir la conformité des activités d'une entreprise. Donc tout ça doit être géré en interne. C'est une opportunité, mais également une contrainte en termes d'organisation. Absolument. Je me sens très concerné, même si on est déjà une grosse entreprise. Je considère qu'Eski est encore une PME et c'est une contrainte, clairement. Déjà de parcourir la législation en soi, enfin la réglementation qui s'applique est déjà assez lourde. Donc il faut s'entourer. Nous, on a une juriste interne qui s'est saisie du dossier et qui nous a guidés dans la façon de le gérer. Mais j'imagine que des PME n'ont pas toutes un juriste en interne, donc elles vont se retourner vers leur conseil juridique. Mais voilà, c'est une contrainte de plus par rapport à quelque chose qui est bienvenu, qui est nécessaire. Mais voilà, ça, c'est sûr que pour l'entreprise et pour l'employeur, c'est quelque chose qu'il doit considérer. Je pense à des petites entreprises de 55, 60 personnes. Voilà, il faut mettre ça en place. C'est pas si simple. Déjà de voir comment le mettre en œuvre et de le faire de façon facile et de le communiquer. Surtout, de bien le communiquer vis-à-vis des équipes, que les équipes elles-mêmes ne soient pas perdues parce qu'elles ne savent plus finalement si c'est la délégation syndicale, la personne de confiance ou le principe du lanceur d'alerte qui est concerné. Et donc, je pense que même les équipes elles-mêmes vont s'y perdre si on n'a pas bien communiqué envers elles quelles étaient les matières qui étaient d'application dans tel et tel système, sachant que, évidemment, la voie hiérarchique, comme tu l'as dit, la voie hiérarchique est évidemment la plus fréquemment utilisée et souvent d'ailleurs celle qui résout la plupart des problèmes, hein, il faut être clair. Peut-être intéressant de souligner la différence entre les très petites entreprises et les très grosses. Les très grosses ont des tas de moyens que les très petites n'ont pas, évidemment. Elles n'ont pas nécessairement, comme tu l'as dit, un directeur juridique ou une directrice financière et parfois il faut se débrouiller avec les moyens du bord. Les toutes petites entreprises ou même celles qui ont entre 50 et 100 ou 150 personnes doivent absolument se concentrer sur ce qu'elles font mieux que qui que ce soit d'autre et essayer de sous-traiter ce qu'elles peuvent sous-traiter au moindre coût. Alors, moi, je crois qu'il faut absolument qu'il reste un canal interne avec une personne de confiance dans n'importe quelle entreprise de n'importe quelle taille. Pour la législation, ce n'est pas important pour celles qui ont moins de 50 personnes, mais dans la réalité de la vie, c'est très important, même pour celles qui n'ont que 45 personnes. Il faut un canal interne qui fonctionne bien avec une personne de confiance, mais au-delà de ça, compléter le canal interne, par exemple par un centre d'appel extérieur ou par le recours à un cabinet juridique extérieur, est quelque chose qui est tout à fait de nature à ne pas surcharger l'entreprise dans ce qu'elle doit faire. Les très grosses entreprises n'ont pas ce problème-là parce que les canaux internes existent déjà. Les call centers extérieurs d'appui sont généralement déjà mobilisés et puis il faut voir ce qu'il y a à faire d'autre. Mais c'est plus facile pour une grande entreprise que pour une petite. Il faut bien s'entendre sur à quoi sert cette faculté de lancer des alertes. En d'autres termes, il ne faut pas qu'il y ait trop de fausses alertes, parce que vous savez bien, celui qui crie au loup, finalement, ça devient totalement inopérant. Donc, la difficulté va être, par rapport à une législation complexe, quand même, ne nous cachons pas, cette directive, ça n'est pas simple d'expliquer à des entreprises, à toutes les entreprises, à quoi ça sert, quel est le côté positif. Mais il ne faut pas se voiler la face, il va y avoir des questions, il va y avoir des difficultés. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des relations sociales par rapport à ceci? Comment est-ce que ça va être utilisé dans le cas, je dirais, de litiges sous-jacents? Il y a de vraies questions qui se posent et donc autant on peut dire c'est bien, autant on peut quand même se demander si le législateur européen, avec la complexité qu'il caractérise, n'a pas placé, je dirais, la difficulté un peu haut, la barre un peu haut. L'expérience va nous le montrer. N'oublions quand même pas qu'en Europe, nos entreprises doivent faire face à énormément d'obligations de différentes manières et ça a un impact sur notre compétitivité. Merci.